Nous sommes en mars 1940 dans l'oblast de Carélie, Finlande. C'est une toute nouvelle région que la Russie vient d'envahir à la faveur du pacte que Staline a conclu avec Hitler. Et donc il y a cette nouvelle région, ce nouvel oblast dont la capitale est Petrozavodsk. Alors il y a un jeune homme qui débarque dans cette capitale de la Carélie, Finlande. Il a 26 ans, le front dégagé, les cheveux tirés en arrière. Il est assez séduisant, Yuri. Il vient prendre la direction du Komsomol régional, les jeunesses communistes. Bon, il est un petit peu jeune pour le poste, mais Staline ayant liquidé des générations de cadres par les purges de 36 et 37, eh bien, il faut bien remplacer ceux qui sont partis. Et voilà comment cette ascension éclair propulse le jeune Yuri, qui a soigné sa biographie pour passer l'interrogatoire de contrôle du parti. Il a caché les origines juives et les origines, on peut dire, bourgeoises de sa mère. C'est pas bien vu du tout. On est en 1940 dans le régime stalinien. Il a valorisé le travail de son père cheminot. C'est comme ça qu'on aime les choses dans la Russie de l'époque. Il a d'ailleurs russifié son nom. Andropoulo est devenu Andropov. Il a mis en avant son premier petit boulot d'ouvrier des chemins de fer, son diplôme de l'université technique de Rybinsk. Bref, vous voyez exactement le jeune homme brillant qui lit beaucoup, qui est le bon communiste, exactement ce que le régime adore. En juin 1941, vous savez que Hitler va rompre le pacte germano-soviétique, il attaque l'Union soviétique, la Finlande reprend aussitôt la Carélie et Yuri Andropov entre dans la clandestinité. Il va donc devenir ce qu'on doit pouvoir qualifier de résistant, un résistant anti-nazi, pour reprendre exactement la terminologie du parti à l'époque. Il acquiert des compétences dans le domaine du renseignement et tout ça fait qu'après la guerre, il va entrer à l'école supérieure du Parti communiste. Comme il a pas mal de bons appuis, il intègre le Saint des Saints, c'est-à-dire le comité central du PC à Moscou, au département international. Ça commence à devenir très intéressant, ça commence à devenir très stratégique cette histoire. En 1954, il est nommé ambassadeur soviétique en Hongrie, ce qui veut dire quand même que Yuri Andropov, à 40 ans, est déjà ambassadeur de l'Union soviétique. Et pas n'importe où, en Hongrie, dans un de ces pays qui sont évidemment tombés du mauvais côté du rideau de fer. Enfin, du mauvais côté de notre point de vue de ce qu'on appelait à l'époque le monde libre. Staline est mort à l'époque, puisqu'il est mort en 1953, donc là on est l'année suivante. C'est l'époque où Khrouchtchev déstalinise le pays, et la Hongrie voudrait bien en profiter. Elle essaie de s'émanciper de la tutelle soviétique, vous me voyez venir. Le Premier ministre Imre Nagy, qui va introduire un petit peu de pluralisme, qui va exprimer son souhait de sortir du pacte de Varsovie. Ah, ça c'était peut-être un peu beaucoup. De Budapest, l'ambassadeur envoie chaque jour à Moscou des télégrammes pour alerter sur les velléités de ce Nagy qui devient incontrôlable et sur la fébrilité de la population. D'ailleurs, Andropov envoie télégramme sur télégramme. Et il avait bien vu, puisque fin octobre 1956, c'est évidemment l'insurrection. À Moscou, Khrouchtchev prépare une opération militaire et le Premier ministre hongrois Nagy convoque l'ambassadeur Andropov et lui fait une demande très claire. Le secrétaire général Khrouchtchev envisage-t-il une intervention ? C'est ça la vraie question. Et il n'y a pas qu'à Budapest qu'on se pose la question, on se la pose dans le monde entier, bien sûr. Mais absolument pas, dit l'ambassadeur. Il n'en est absolument pas question. Ça, c'est ce que dit Andropov. Et vous connaissez la suite. 3 jours plus tard, le 4 novembre 1956, évidemment, les chars russes, l'armée rouge, sont aux portes de Budapest. Je cite Bernard Lecomte dans Les secrets du Kremlin, qui est paru chez Perrin, c'était il y a 3 ans. De cet épisode, Yuri Andropov a d'abord laissé aux diplomates et aux journalistes le souvenir d'un homme capable de mentir comme un arracheur de dents. Imre Nagy l'a constaté à ses dépens. Mais il est aussi apparu comme un être réservé, cultivé, bon danseur, prompt à parler poésie avec ses visiteurs et à envoyer des fleurs à une cantatrice dont la voix l'aurait ému. Cet éminent représentant des soviets est toujours tiré à 4 épingles. Partisan de la force, sans pitié pour les contre-révolutionnaires, mais rompu à la ruse et au double langage, il laissera aux témoins de l'époque le souvenir de son regard impénétrable et de ses nerfs d'acier, quand les balles sifflent autour de l'ambassade en ce tragique 4 novembre 1956,
Cet homme-là était si impassible qu'on eût dit qu'il allait simplement prendre le thé. Pour récompenser Andropov d'avoir soutenu la répression dans tous les pays frères, Khrouchtchev le nomme ministre des Affaires étrangères. Il est en pleine déstalinisation, je vous l'ai dit, Khrouchtchev, qui réforme, bien sûr, qui est contesté par un certain nombre des conservateurs du parti. Alors, entendons-nous bien, quand on parle de conservateurs, ça veut dire qu'ils sont plus communistes que les autres, d'une certaine manière. En 1964, Léonid Brejnev profite des vacances de Khrouchtchev pour le renverser. Andropov soutient Brejnev, il a très bien vu ce qui était en train de se passer, il n'a pas hésité, on peut dire que sa main n'a pas tremblé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Brejnev, vous le savez, va redurcir le régime et traquer les opposants. Il est à son tour critiqué par les plus conservateurs, comme Tchelepine, par exemple, le ministre de l'Intérieur. En 1967, alors que Tchelepine est à l'hôpital pour une crise d'appendicite, Brejnev obtient son départ. C'est comme ça que fait Brejnev. Dès que quelqu'un manifeste une faiblesse, hop, il en profite. Le chef du KGB est écarté à l'époque. Il n'est pas exécuté, ce qui est une première. Vous voyez la différence avec l'époque de Staline quand même. Et pour le remplacer à la tête de la centrale du renseignement, eh bien, le Politburo va choisir un certain Youri Andropov. Bon, j'ai pas pris le temps de vous raconter tous les postes qu'avait occupé Youri Andropov, mais vous voyez en gros la carrière extraordinaire de cet homme qui va passer maintenant 15 ans à la tête du KGB, un record pour le poste en question, parce que c'est pas simple de diriger le renseignement soviétique à l'époque, qui est présent sur tous les terrains, partout, avec 3 priorités: espionner tous les pays de l'Ouest, ça c'est évident, mais aussi réprimer les dissidents et ce qu'on a tendance, nous, à oublier davantage, mais qui était peut-être encore plus important dans les missions confiées à Youri Andropov, éradiquer la corruption qui, dans ces années 60, est devenue énorme dans le régime soviétique. L'Union soviétique est passée maître en matière d'espionnage, vous le savez, la clandestinité des bolcheviks, la révolution, la guerre civile, la terreur, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, tout ça a vu le renseignement soviétique atteindre des sommets de raffinement dans tous les registres. Andropov va considérablement renforcer les effectifs du KGB, notamment le 5e bureau chargé des dissidents, les soi-disant dissidents comme ils les appellent, parce que derrière eux, ils voient la main de l'Ouest. En septembre 1973, il écrit dans un rapport adressé au comité central: l'hystérie fomentée dernièrement à l'Ouest autour des noms de Sakharov et Solzhenitsyn est le fruit d'une campagne prévue et coordonnée qui nous force à envisager des mesures plus radicales pour mettre fin aux actes hostiles de l'un comme de l'autre. Vous cherchiez qui était le persécuteur de Sakharov et celui de Solzhenitsyn, et vous avez compris là maintenant. Et il va convaincre effectivement Brejnev d'expulser Solzhenitsyn à Francfort, après que l'écrivain a fait publier l'archipel du Goulag, bien sûr. Et puis Andropov fait surveiller par ses agents l'écrivain en exil, avec toutes sortes de menaces plus ou moins larvées, un harcèlement permanent, jusqu'à ce que Solzhenitsyn aille se réfugier au fin fond du Vermont, le plus loin possible de Moscou d'une certaine manière. Quant à Sakharov, prix Nobel de physique tout de même, ce n'est pas rien, Andropov le place sous résidence surveillée dans une ville isolée, à Gorky, vous savez, on est à 500 km à l'est de Moscou, et il va lancer contre Sakharov une campagne de diffamation qui prend tous les tours possibles. Les dissidents moins connus de leur côté sont envoyés carrément dans des camps en Sibérie, ou bien enfermés dans les terribles hôpitaux psychiatriques du régime. Ça, c'est la nouvelle forme d'incarcération de l'ère brejnevienne. Andropov harcèle aussi les juifs à qui il refuse le droit d'émigrer, c'est les fameux refusniks. Les chrétiens également, les chrétiens engagés sont poursuivis, enfin certains d'entre eux en tout cas, et puis pas mal de nationalistes dans les républiques, c'est ce qui intéressait tellement Hélène Carrère d'Encausse, vous savez, ces nationalistes qui sont en train de donner du fil à retordre à Moscou. Bref, Andropov est efficace. Et il est efficace aussi contre la corruption, comme je vous disais. Il y a une enquête qui va révéler que les responsables de l'industrie de la pêche détournent le caviar des entreprises d'État pour l'exporter à leur propre bénéfice. Eh bien, Andropov fait tomber
tout le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan pour corruption. Lui-même va suivre un mode de vie simple, sans ostentation. Il préfère les lectures aux mondanités. Il prend ses vacances dans les stations thermales du Sud où il se lie avec le jeune secrétaire général de la région qui s'appelle Mikhail Gorbatchev. Il va gravir les échelons, ce petit Gorbatchev. Vous avez compris qu'Andropov, sous ses dehors très civils et très obligeants, est un homme impitoyable. Il est lucide sur l'état de la société et de l'économie soviétique. Il est bien placé pour constater que l'URSS est en pleine stagnation, qu'elle est en train de prendre du retard sur le plan industriel, ne parlons même pas de la technologie. Selon Alexandre Adler, en 1978, cet Andropov, il confie à son homologue cubain, le redoutable Barbarora, vous savez, il lui dit « À moins de réformes profondes, l'Union soviétique aura disparu d'ici 10 ans ». Il dit ça en 78. Ça s'appelle avoir quand même une certaine lucidité. Alors le temps passe, vous voyez, nous sommes arrivés en 1982 et à ce moment-là, Andropov a 68 ans. Il est devenu bien sûr le numéro 2 du régime. Je dis bien sûr parce que maintenant on le connaît presque aussi bien que le vieux Brejnev qui est dans un état pitoyable. Un jour, Brejnev rentre d'un voyage à Tachkent en civière carrément. Il souffre de bien des choses, Brejnev, mais notamment d'artériosclérose. Et vous savez qu'il va mourir le 10 novembre 1982. Dès le 12, le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique désigne le nouveau secrétaire général. Andropov devient président du Soviet suprême. Autant dire qu'il est le chef de l'État soviétique. C'est très très complexe, tout l'appareil d'État soviétique. Mais enfin, le chef de l'État, c'est maintenant Andropov. D'ailleurs, l'Occident ne s'y trompe pas, on le considère bien comme le patron. Brejnev était depuis presque 10 ans dans un immobilisme extravagant. Andropov, lui, veut bouger. Il voudrait sortir le pays de l'ornière. Seulement, comment faire ? Il ne s'agit pas du tout de démocratiser l'Union soviétique. Il n'en est même pas question. Au contraire, Andropov maintient la traque aux militants de tout poil. Tous les indépendantistes, les démocrates, tout ça, ce sont ses ennemis qui sont envoyés en hôpitaux psychiatriques. La censure est à tous les étages, la répression des minorités, des juifs, etc. Andropov veut réformer les mentalités. Il voudrait, sans faire bouger le régime d'un iota, faire évoluer la société soviétique. Et dans son discours de juin 83 devant le présidium du Soviet suprême, il conclut que la société soviétique est minée, je cite, par l'alcoolisme, le hooliganisme, le parasitisme, la spéculation, le pillage de la propriété socialiste et les pots de vin, ainsi que la cupidité, dit-il. Bah oui, disons les choses, le régime est pourri jusqu'à la moelle. Bien sûr qu'Andropov en a conscience, il était bien placé pour le savoir, après avoir dirigé le renseignement pendant 15 ans. On se demande pourquoi il n'en a pas cherché la cause première. Mais enfin, ça, c'est une autre question. En URSS, la quasi-totalité de la population active, 150 millions de personnes, cette quasi-totalité est employée par l'État, vous imaginez ? Andropov estime qu'il y a bien sûr trop de tirs au flanc, ben oui. Il envoie la police contrôler les cinémas, les métros, les squares, les salons de coiffure, les bains. Il faisait pas bon en Union soviétique, dans les années 83-84. Le but, c'est d'aller débusquer les travailleurs qui ne seraient pas à leur poste, qui préféreraient aller au cinéma gratuit plutôt que de travailler gratuit. Vous savez ce qu'on disait en Union soviétique, tout le monde faisait semblant de travailler pour toucher un semblant de salaire. C'était un peu ça l'histoire. Et il essaie aussi de réduire le marché noir qui est devenu la gangrène de la société. Il remet en cause les postes à vie pour les cadres du parti. Désormais, on sera élu après un véritable débat et non pas reconduit d'office. C'est pas du tout du pluralisme ce qu'il est en train de faire, mais c'est quand même un petit peu de respiration. L'orthodoxie idéologique, la volonté de changement vont faire qualifier cet Andropov d'autocrate réformateur. C'est une sorte de reprise en main des structures communistes, si vous voulez. C'est pas une réforme profonde pour autant. Andropov se montre de plus en plus souple à l'égard des pays satellites d'Europe de l'Est. Un an plus tôt en Pologne, vous savez, en 81, c'était le général Jaruzelski
qui avait proclamé l'état de siège pour réprimer les grèves et les manifestations du syndicat Solidarność, eh bien, un mois après l'arrivée d'Andropov au Kremlin, l'état de siège en Pologne est suspendu. Moi, j'ai le souvenir de ça, et ça a été un signal considéré comme très important. En Afghanistan, Brejnev avait envahi l'Afghanistan en 79. Andropov va négocier une trêve avec le célèbre commandant Massoud. Elle ne tiendra pas, cette trêve. L'armée rouge va reprendre ses offensives, mais elle ne parvient pas à contrôler, à vaincre la guérilla. Au début de 83, Andropov a écrit une lettre à Alexandre Dubček, qui avait été le président tchécoslovaque, déposé par l'intervention de l'armée rouge à Prague en 68. Tout ça, ce sont des signes de dégel avec l'Ouest. Il faut dire que les rapports avec l'OTAN se sont tendus depuis quelques années. En 77, Brejnev, contre l'avis d'Andropov, avait fait déployer en Tchécoslovaquie et en RDA les nouveaux fameux missiles nucléaires SS-20, vous savez, des missiles de moyenne portée. Et alors qu'en Europe de l'Ouest, ces missiles n'existent pas, ils sont bien là du côté de l'Europe de l'Est, incontestablement. Et en réponse, l'OTAN avait décidé en décembre 79 de déployer des missiles américains Pershing et Griffon en RFA, en Grande-Bretagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas. Bon, c'était toute la crise des euromissiles, rappelez-vous le discours du président Mitterrand au Bundestag. Andropov est désireux de désamorcer cette crise, voire d'entamer un processus de désarmement. Vous voyez qu'il avance d'une certaine manière. En décembre 82, un mois après son arrivée au pouvoir, il propose au président Reagan, Reagan lui-même vient d'arriver au pouvoir aux États-Unis, il lui propose de réduire unilatéralement le nombre de missiles SS-20 en Europe à 162, ce qui veut dire que tous les autres sont envoyés du côté de l'Asie. Reagan estime la proposition sournoise, il ne donne pas suite et il s'apprête à annoncer sa fameuse initiative de défense stratégique. Vous savez, ces boucliers du ciel extraordinaires. Et là, Andropov se crispe. En janvier 83, devant les dirigeants des pays du pacte de Varsovie, il dit « Il est difficile de faire la part entre l'intimidation et la préparation à la guerre, mais nous ne pouvons en aucun cas laisser les États-Unis acquérir la supériorité militaire. La course aux armements peut rendre la situation politico-militaire instable. Nous sommes confrontés à la plus grande tentative de l'impérialisme pour arrêter les progrès du socialisme. » Quand je vous dis que cet homme-là est lucide. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pourtant, à l'été 83, il va soumettre à Reagan une nouvelle offre. Et cette fois, Reagan est sur le point d'accepter quand arrive cet événement. Vous savez, les Russes abattent un Boeing civil sud-coréen en mer d'Okhotsk, donc entre la Sibérie et le Kamtchatka. Ça fait rugir Ronald Reagan. En plus, l'Allemagne fédérale accepte l'installation de missiles américains sur son sol. Bref, la course aux armements est repartie. Et la vérité, c'est que les tractations, à l'époque, elles ne sont plus menées par Andropov. Elles sont menées par Gromyko, qui est plus proche des milieux militaro-industriels. La vérité, c'est qu'Andropov, à l'époque, est très malade. Voici ce que nous dit Bernard Lecomte. Un épisode dans ce processus de succession est longtemps resté secret. En décembre 83, du lit où il était cloué à l'hôpital de Kuntsevo, à l'ouest de Moscou, Andropov avait dicté à son jeune assistant Arkady Vorsky un discours à lire en son nom devant le plénum, titre « De la responsabilité des membres du comité central devant le peuple ». À la fin de son texte, il avait ajouté un paragraphe en forme de testament politique où il proposait en son absence de charger le jeune et brillant Mikhaïl Gorbatchev de la présidence du Politburo. Quelques heures avant ce plénum, le texte fut distribué aux 470 membres du comité central, mais les amis de Tchernenko veillaient au grain. Quand le testament d'Andropov fut communiqué aux délégués, le dernier paragraphe avait disparu. Et oui, à la mort d'Andropov en février 84, le 9 février 1984 exactement, c'est Konstantin Tchernenko, l'ancien premier conseiller de Brejnev, qui va lui succéder. Alors, il était encore plus malade. On avait l'impression à l'époque d'une série de vieillards Kakoshim qui se succédaient au Kremlin. Il va falloir encore attendre 1 an pour que le protégé d'Andropov, le fameux Gorbatchev, prenne le pouvoir. Et là, ce sera la perestroïka et tout ce que vous savez.